Alors, le processus de recrutement, justement, on va voir ce que ça coûte et le temps que ça prend. Alors d'abord, la phase 1, c'est l'expression du besoin en recrutement. Si on a fait une démarche de gestion prévisionnelle de l'emploi des compétences, on sait. Ça fait un moment qu'on sait qu'on cherche, qu'on aura besoin de telle et telle compétence. Et donc, on va pouvoir planifier effectivement le recrutement d'une manière beaucoup plus intelligente. Expression du besoin, ça veut dire qu'il faut vraiment cerner les dimensions du poste de travail. Alors, cerner les dimensions du poste de travail, c'est l'analyse du poste à pourvoir. Même si, aujourd'hui, l'idée de poste est quelque chose qu'il va falloir oublier. Parce que poste, c'est figé. Et que précisément, aujourd'hui, les caractéristiques du travail, c'est que tout le contenu du travail est évolutif. Et donc, ce n'est pas un poste. On cherche un ensemble de compétences qui vont pouvoir correspondre finalement à plusieurs postes dans la vie professionnelle du salarié dans l'entreprise. C'est un peu cette idée. Donc, quand on recrute quelqu'un, on recrute déjà en fonction de ce qu'on pense qu'on va lui faire plus tard. Très très important de ne pas s'arrêter à la dimension du besoin actuel, mais d'essayer de comprendre comment cette personne va devoir ou pouvoir évoluer dans l'organisation dans le futur. Et ça, c'est pas évident, quoi. C'est pour ça qu'on recrute, par exemple, des gens plus diplômés qu'il ne faudrait à des postes à faible responsabilité. Parce que, normalement, si la personne fait l'affaire, si elle tient ses promesses, elle n'est pas destinée à rester à cette place dans l'organisation. Donc, analyse du poste à pourvoir, présent et futur, très important sur le futur. On va, dans une troisième phase, donc avoir un profil type avec des compétences souhaitées, et puis l'entreprise aura déjà réfléchi au contrat de travail et au niveau des rémunérations qui seront proposées à ce nouveau salarié. Phase 4, alors vous voyez que précisément ça se divise en deux parties. À partir de ce moment-là, je peux externaliser. Si j'ai exprimé mon besoin, je peux externaliser et confier à un cabinet de recrutement ou à une agence d'intérim, comme je vous disais tout à l'heure. Ou au contraire, je préfère la solution interne, et donc c'est la direction des ressources humaines qui va s'occuper du recrutement. Alors, on peut faire un recrutement interne. C'est-à-dire que dans les grandes entreprises, des fois, on a les compétences disponibles, on ne le sait pas. On ne sait pas parce qu'on ne connaît pas tout le dossier de notre personnel, quoi. Donc, ça veut dire qu'il va falloir rendre public, dans le cadre de la communication d'entreprise, les offres d'emploi. Les salariés vous seront très reconnaissants de ça. Pourquoi ? Parce que c'est l'occasion de mutation et de promotion professionnelle. D'accord ? Donc, c'est dans le cadre du développement du personnel. Et il vaut mieux confier des compétences et des responsabilités nouvelles à ses salariés plutôt que de recruter quelqu'un de l'extérieur. Imaginez, vous avez des chefs des ventes qui sont performants, qui sont motivés, votre directeur commercial s'en va. Avant de penser à recruter un directeur commercial sur le marché du travail, demandez-vous si un des gars que vous avez comme chef de vente ne pourrait pas faire l'affaire. C'est très très important. Imaginez, si vous ne le faites pas, la frustration que vous allez créer chez ce personnel. Donc toujours penser, est-ce que j'ai la solution interne ? C'est plus humain et c'est plus économique pour l'entreprise. Il y a vraiment un intérêt partagé. Quoi qu'il en soit, c'est à ce niveau que l'on va avoir le choix. Alors ensuite, donc, on va communiquer l'offre. On va utiliser les candidatures spontanées. Vous savez que les entreprises, et plus elles ont une grande notoriété, et bien plus elles reçoivent de candidatures spontanées. Ces candidatures, aujourd'hui, nous arrivent par le biais du courrier électronique. Donc, c'est archivable extrêmement facilement, beaucoup plus facilement que quand on recevait des dossiers papier. Une chose qui n'est rarement faite, en tous les cas rarement bien faite dans les entreprises, c'est s'occuper de ce stock
de ressources humaines qui a demandé à travailler avec nous. Parce qu'à un certain moment, on reçoit des candidatures qui ne nous intéressent pas parce qu'on n'a pas de besoin, mais dans 3 mois, on va avoir ce besoin-là, et on va oublier que quelqu'un s'est adressé à nous pour ce type d'emploi. Donc il faut vraiment s'occuper de ce que j'appelle le vivier du futur personnel. Et vous aurez des surprises, vous apercevrez que vous téléphonez 6 mois après l'arrivée d'une candidature, et vous dites aux gens, vous vous rappelez, il y a 6 mois, vous avez envoyé une candidature, probablement vous êtes en poste maintenant, moi j'ai quelque chose à vous proposer. Et les gens réfléchissent. Quand vous faites un acte de candidature spontanée vers des entreprises, généralement c'est assez ciblé. C'est que vous avez envie de travailler là assez particulièrement. Donc il faut utiliser ça, parce que derrière la démarche est beaucoup plus simple. J'ai plus à chercher le candidat idéal. Donc pensez aux candidatures spontanées. Donc on communique l'offre si on n'a pas trouvé ce qu'il fallait dans nos candidatures spontanées. Examen et sélection des dossiers de candidature. Rappel, dossier de candidature classique, CV et lettre de motivation. Ça, c'est l'activité qui prend probablement le plus de temps. Et donc, généralement, un spécialiste du recrutement va définir les critères. Qu'est-ce que je dois trouver comme mots-clés dans un CV, dans une lettre de motivation? Et, à contrario, quels sont les tabous? Dès que vous entendez parler de ça, vous pouvez jeter la candidature au panier. Et donc ça, on va faire ça par des petites mains des ressources humaines. Et les petites mains des ressources humaines, ce sont souvent des stagiaires qui ont une certaine compétence d'ailleurs, parce qu'ils ont appris un certain nombre de techniques. Mais comme ça prend beaucoup de temps, on va choisir des gens dont la rémunération est faible. Donc souvent, dans les cabinets de recrutement, ce travail est fait par les stagiaires. Examen et sélection des dossiers de candidature, puis sélection du candidat. Donc évidemment, on va isoler. On va dire que pour un poste, sur un poste à pourvoir, si le cabinet de recrutement reçoit 1000 candidatures. Quand je dis 1000 candidatures, on est sur des volumes, sur des postes intéressants qui se rencontrent. 1000 dossiers de candidature pour un poste. D'accord ? Là-dessus, on va en isoler entre 20 et 50. D'accord ? Donc le tri est sévère. Il se fait en plusieurs fois d'ailleurs. Le tri est sévère. Entre 20 et 50. Et puis entre ces 20 ou 50 pressentis, finalement, on ne recevra en entretien qu'une dizaine de personnes. Donc c'est le principe de l'entonnoir. Encore une fois, les erreurs en sélection de candidats à ce niveau-là ne sont pas importantes. Enfin, les erreurs, si je rejette la candidature de quelqu'un de compétent qui aurait très bien fait l'affaire, c'est pas un problème. Enfin, c'est un problème pour cette personne, bien sûr. Mais pour l'entreprise, ça n'est pas. L'idée, c'est que ceux qui restent à la fin soient bons, même si on a fait des dégâts collatéraux et qu'on a éliminé des candidats qui étaient finalement très bons aussi. C'est pas l'important. L'important, c'est ceux qui restent. D'accord ? Donc ça veut dire que on peut aller vite, quitte à commettre des erreurs. Passer à côté des super candidatures. C'est pas le souci essentiel. Donc, la sélection du candidat, après, va se faire par des entretiens. Des entretiens, donc là, on est toujours dans l'entreprise. Enfin, il y a le cabinet de recrutement, c'est sa dernière étape de sélection. Et ensuite, le cabinet de recrutement, quand on passe cette sélection-là, il l'adresse directement à l'entreprise qui va poursuivre les entretiens. Si c'est l'entreprise qui le fait en interne, eh bien, les entretiens doivent absolument associer, à mon sens, outre le DRH ou le dirigeant, en fonction de la taille de l'entreprise, sur un premier entretien, il doit associer le supérieur hiérarchique direct, voire associer, mais à titre d'observateur, un collègue de travail. C'est important parce que finalement, voilà, les hommes vont travailler ensemble. Et donc, il ne faut pas qu'on détecte des grosses incompatibilités ou des choses qui vont poser problème par la suite. Finalisation du recrutement. La finalisation du recrutement, c'est la signature du contrat de travail.
mais généralement les éléments ont été négociés avant. Hein, les éléments de rémunération, notamment, ont été négociés auparavant. Et généralement, ça s'arrête là. Les entreprises, elles pensent, ça y est, j'ai fini. Mon travail est terminé. J'ai recruté. Erreur fondamentale. Si vous arrêtez là, vous courez un risque très très important d'échec. C'est-à-dire qu'il va falloir intégrer le nouveau salarié. Et ça, c'est franchement très très mal fait dans les entreprises, dans toutes les entreprises. Les petites parce qu'elles n'ont pas assez de moyens, les grandes parce que c'est la responsabilité de personne. Enfin, on a toujours de bonnes raisons pour ne pas s'occuper des nouveaux entrants. Ça provoque l'échec, notamment celui des jeunes diplômés qui n'ont jamais mis les pieds dans une entreprise. On leur installe un bureau, puis on dit voilà, maintenant tu travailles. Et imaginez le désarroi. Alors, il y a des gens, ceci dit, hein, c'est la sélection naturelle. Il y a les gens qui vont s'adapter, et puis il y a ceux qui ne vont pas s'adapter. Je garde ceux qui s'adaptent. C'est cher payé quand même. Hein, à la fois pour le salarié, pour le jeune, et aussi pour l'entreprise. Donc, accompagnons les gens. Ça veut dire qu'il faut absolument recommander le tutorat. En tous les cas, pour les jeunes diplômés, c'est sûr que si vous prenez un expert de 45 ans dans une entreprise, vous ne allez peut-être pas lui donner un tuteur. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'on s'en occupe. Il y a tout un tas de choses à savoir dans le cadre d'une mission professionnelle et il faut vraiment former et informer les gens. Donc, nommer un responsable, une personne identifiée, une personne ressource, ça me paraît une bonne idée. Bien, on voit processus long, coûteux, et pourtant avec des enjeux très très importants.